Bonjour Victoria, Bonjour Thierry. comment ça va aujourd'hui? Moi très bien, mais je vois que toi encore mieux parce que c'est quoi? Ah bah C'est bon. je l'ai promis, hein, c'est vendredi, tout est permis vendredi, donc bah voilà, j'ai décidé de faire le live dans un tout autre décor. Voilà, je vous laisse apprécier, hein, parce qu'effectivement, bah, j'avais envie de me faire plaisir, et il fait beau. Et puis c'est surtout, Victoria, pour rappeler le visuel qu'on utilise à chaque début de live, hein, c'est la plage avec les distances sociales qui se respectent. Donc je suis en train de bronzer pendant que je fais ce live. On est en fait bien évidemment enfermé, on est en confinement, mais on est toujours en bonne santé, donc on est en live. Voilà, on casse le mythe. Mais c'est le dernier live de la semaine, le 34e numéro, un live sur lequel vous avez le droit d'interagir, vous avez le droit de partager, vous avez le droit de venir nous questionner, et puis bien évidemment aussi questionner notre invité qui attend patiemment là derrière dans le studio. Et puis vous avez aussi le droit de repartager tout ça sur les réseaux sociaux. Encore mille merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire. On voit que ça bouge beaucoup du côté de LinkedIn. Ça nous fait très très plaisir. Et puis si jamais, tout ça est toujours disponible sur cominmag.ch. Mais il est temps de faire connaissance avec notre invité. Victoria, de qui s'agit-il aujourd'hui? Aujourd'hui, il s'agit de Serge Michel, directeur éditorial de ID News, une plateforme pure player, média. Et je crois que c'était intéressant aujourd'hui de le recevoir, compte tenu du contexte de tous ces questionnements d'aide à la presse, et puis aussi de l'arrivée de Watson, qui est un autre site online. Donc voilà, démarrons par le départ. Bonjour Michel. Bonjour Serge, excuse. Bonjour Victoria. Ah, j'allais me bourrer. Vas-y. Bienvenue Serge, bienvenue à bord. Alors en un mot, si tu avais l'occasion de te présenter, parce qu'effectivement, tu as un titre important au sein de ID News, mais en quoi consiste cette tâche d'être aux commandes de ID News? Bon, d'abord, je suis un des cofondateurs avec Tibер Adler de ce nouveau média. Et donc, on a monté, avec lui et moi et quelques autres, le projet depuis 3 ans. Et on est en ligne depuis un an. Disons que je l'ai conçu, avec lui, on a cherché le financement, on a cherché le modèle économique, on a cherché voilà, et puis on a décidé de lancer deux thématiques pour commencer, parce qu'on voulait faire un média qui fait peu mais qui fait bien. Et donc on voulait pas lancer du sport, de la politique, à devoir couvrir des matchs de foot, de l'actualité en Syrie et des choses que Trump peut dire dans ses conférences de presse toujours assez étonnantes. Non, on voulait être resserré sur deux thématiques qui nous semblaient essentielles, la science d'abord et la santé juste après. Et donc, on avait ces deux thématiques-là qui fonctionnaient avec des équipes à peu près d'une dizaine de personnes en tout. Éditorial là-dessus, on est 16 en tout, mais avec tout ce qui est marketing et les autres métiers. Et puis tout d'un coup arrive cette crise de coronavirus et c'est sûr que d'avoir des gens spécialisés en sciences et en santé pour affronter cette crise, pour la traiter correctement, c'était un immense avantage. On n'avait pas de, on n'avait pas de gens qui faisaient du sport et puis à qui on a dû dire, ben, levez un peu le pied, on vous met au chômage partiel, etc. On a au contraire mis tout le monde sur le pont de façon très volontaire et active, enthousiaste aussi. On a travaillé comme des fous là depuis 2 mois. Je pense que voilà, il y a une certaine fatigue aujourd'hui, mais on est très fiers parce qu'au fond, on a réussi à monter un petit média. On est 15-16 dans une équipe, euh, mais qui dans cette crise a joué un rôle que je pense plus important au fond que ce qu'on représente réellement dans le paysage médiatique. Alors, avant d'arriver sur les thématiques, peut-être parlons du modèle économique. Vous avez été soutenu par des investisseurs privés qui n'est pas forcément du monde des médias. On vous a fait confiance. Aujourd'hui, vous disposez de, si j'ai bien calculé, ce qui avait été annoncé, c'était 1,5 million à peu près. Euh, Il y a des abonnements. On peut s'abonner gratuitement à la newsletter, mais il y a des abonnements payants. Comment est-ce que vous pensez, disons, quel est le business, dans le business model, à partir de quel moment vous pourrez devenir rentable? Alors, il y a beaucoup de questions dans votre question. Euh, on a effectivement misé d'abord sur l'abonnement. On pense que l'actualité à produire a un prix et donc que quand elle est de qualité, les gens sont prêts à payer pour ça. Donc l'abonnement, ça représente à peu près 70% de notre business model.
Le reste, ce sont des fondations ou de la philanthropie qui nous soutient pour qu'on existe, des donations, etc. Après, pour lever les fonds, pour démarrer cette aventure, on a effectivement fait appel à des investisseurs qui sont surtout plutôt des mécènes. On a intéressé une dizaine de personnes qui, tous ensemble, avec nous, on a mis 1 million pour pouvoir lancer cette aventure. À la fin 2018, le million était réuni et ça a permis de lancer le média au printemps 2019. Et puis, ensuite, on a fait un deuxième tour de levée de fonds et on a levé à nouveau quelque chose comme 750 000 francs pour soutenir nos opérations. Et on aura besoin d'autres levées de fonds, donc on va relancer ça, jusqu'à arriver à un équilibre prévu en fait, entre les charges et les produits, un break-even qui est prévu pour 2023. On a aujourd'hui 4 700 et quelques abonnés, près de 5 000 abonnés, disons, et il nous en faut 15 000 en 2023 pour être à l'équilibre. Donc c'est un gros défi pour nous, à la fois de recruter de nouveaux abonnés et à la fois de trouver les fonds pour pouvoir tenir jusqu'à ce moment du break-even. Après, ce sera jamais un business très rentable. Vous connaissez la presse, c'est pas la licorne qui va partir en bourse, etc. En revanche, on a toujours plaidé, si vous voulez, pour un rôle citoyen, pour un rôle de bien public des médias. On pense que les grands éditeurs parfois oublient un petit peu que leurs médias sont pas seulement des entreprises économiques qui doivent être rentables et qui dégager un EBITDA, etc. C'est aussi un bien public. Et chez nous, c'est incarné par cette idée de chercher une partie de nos financements, de nos revenus par la philanthropie. Alors, si j'entends bien, au vu des investissements, au vu du nombre d'abonnés, il y avait une véritable opportunité d'être un nouvel acteur sur la place médiatique. ID News avait véritablement une place à prendre. C'était un pressentiment qu'on avait, c'était une intuition. On n'a pas fait d'études de marché pour ça. L'intuition, elle consistait à dire ceci. On est dans une région en Suisse romande où le niveau de compétence du public, de l'audience, est très élevé. Vous avez dans cette région de très bons architectes, de très bons ingénieurs, de très bons avocats, de très bons financiers. Vous avez de très bons chercheurs, de très bons... Voilà, on a une qualité, si vous voulez, de l'audience qui est exceptionnelle, je pense, même à l'échelle européenne et mondiale, une concentration de compétences autour du Léman et plus largement le Jura, Neuchâtel, Fribourg, etc. Et le Valais. Et du coup... les journaux généralistes, de l'autre côté, parce qu'ils ont des difficultés économiques, réduisent certains domaines de couverture. Je pense à la science, je pense à la santé, je pense aux questions juridiques. Ils ont tendance, pour économiser des charges, à davantage recruter des journalistes généralistes que des spécialistes qui sont souvent plus âgés, plus chers, qui n'ont pas forcément une production très, très forte toutes les semaines. Et donc, on avait cette intuition, si vous voulez, d'un décalage croissant entre l'offre médiatique fournie par la presse généraliste et puis les qualifications de l'audience. Et on s'est dit, voilà, si on fait très bien, mais peu de choses, on va pouvoir recruter au sein de la communauté scientifique des lecteurs, au sein de la communauté médicale également. Et ces communautés sont très importantes. En Suisse romande, on estime qu'il y a à peu près 100 000 personnes qui travaillent de près ou de loin avec la science. Que ce soit des chercheurs, mais que ce soit aussi des startups qui basent leur modèle sur la science, que ce soit des centres de recherche des grandes entreprises, que ce soit des profs de sciences. Tout ça, ça fait une population importante. C'est pareil pour la santé. En santé, vous avez les médecins, bien sûr, vous avez aussi tout le personnel soignant, mais vous avez les HUG qui sont à Genève un très gros employeur avec, je crois, 12 500 personnes. À Lausanne, le CHUV, c'est 11 000 employés. Et donc, tous ces gens représentent un public qui n'est plus directement ciblé par les médias généralistes. Donc, on s'est inscrit sur ce marché comme ça. Et puis, c'était une intuition. Elle a été vérifiée au début par certains abonnements. Mais évidemment que la crise du coronavirus c'est là qu'on a senti vraiment que, je crois qu'avec le public plus large a senti qu'ID était nécessaire. Parce qu'au fond, on a pu aller très vite sur ces thématiques, réagir, dégager les fake news et les recherches de valeur. Enfin, on a pu fournir, je pense, une prestation assez exceptionnelle dans la presse romande. Mais la biotech et puis le pharma sont aussi deux secteurs
qui ont énormément de moyens, qui investissent beaucoup en publicité. Alors, sous quelle forme ils peuvent intervenir pour aider ID News? Il n'y a pas de pub, mais je pense qu'il y a des formes de sponsoring. Comment ça se passe? Oui, je voulais le dire tout à l'heure, effectivement, et je pense que pour vous, ça a évidemment son importance. On a choisi de ne pas s'appuyer sur la publicité comme étant un des revenus, parce que la publicité sur Internet, les tarifs ne sont pas forcément les mêmes que dans l'imprimé, et parce que la publicité, voilà, vous oblige parfois à faire des choses qui ne correspondent pas à la ligne éditoriale. Donc on s'est dit, en revanche, on n'est pas du tout opposé à faire des partenariats, et je pense qu'on peut produire des thématiques avec des partenaires de la biotech et du monde pharma. On peut organiser des événements quand on pourra le faire physiquement, ce sera évidemment une bonne nouvelle. On peut les faire aussi virtuels. Je pense qu'on a développé un ensemble de possibilités et de produits qui peuvent, où on peut interagir avec ces entreprises, mais pas sous la forme habituelle de la publicité qui est souvent déceptive en fait. Est-ce que les pharmas sont des grands annonceurs dans les journaux suisses? Je suis pas certain. C'est plus complexe que ça. Leurs compétences ne s'expriment pas avec même une pleine page dans un journal. Et on arrive sur la ligne un peu compliquée du content marketing, qui est souvent du contenu sponsorisé. Alors, quelle est la politique chez ID News pour que vraiment il n'y ait pas de confusion entre ce qui a été payé et ce qui est de l'ordre de l'éditorial? Alors, on ne fait pas du tout de publi-reportage, si c'est la question. Moi, j'ai une expérience que j'ai... Ouais. Sans être du publi-reportage, on peut faire du contenu qui... Voilà. Si vous voulez, le critère principal, c'est l'intérêt pour le lecteur. C'est-à-dire que j'ai une expérience au journal Le Monde, j'ai travaillé 7 ans là-bas à la direction et dans différents services du journal. Et j'étais chargé notamment de l'interaction entre le journal Le Monde et la fondation Bill et Melinda Gates. C'est une fondation évidemment très puissante qui aide certains journaux autour de la Terre, et je crois une vingtaine de titres, notamment le Guardian à Londres. Et donc, c'était une vraie question. Est-ce que si le Monde accepte des fonds de la Fondation Gates, est-ce que ça va influencer son contenu? Donc, ce qu'on avait décidé à l'époque, et ce que je continue de faire un peu avec Heidi, c'est de dire, voilà, la Fondation Gates nous a permis de couvrir des thématiques qu'on ne couvrait pas, avec pas d'objectif, je sais pas, d'interview de responsables de la fondation ou de mise en avant de leurs actions concrètes. C'est une fondation qui, par exemple, en Afrique, elle dépense à peu près 4 milliards de dollars par année. C'est un des très gros acteurs du développement en Afrique. Mais jamais, avec les fonds Gates, on a couvert des sujets qui étaient directement liés à sa fondation. Par exemple, un laboratoire soutenu par cette fondation, etc. En revanche, ce que Gates voulait, c'était qu'on traite bien des thématiques très importantes pour lui. Par exemple, les questions d'éducation primaire, les questions d'accès à l'électricité, la question de la finance pour les pauvres, la microfinance ou le paiement par téléphone, ce genre de thématiques. Eux, ils considèrent que c'est des facteurs de développement très importants. Et ensuite, eux, de leur côté, utilisent les contenus qu'on a produits sur ces sujets-là, des contenus de qualité. On envoyait des gens dans des dizaines de pays d'Afrique pour faire ça, utilisent pour faire du plaidoyer et pour dire au gouvernement français, au gouvernement américain, regardez, c'est important, la finance, la microfinance, c'est un sujet majeur, l'éducation primaire, on ne peut pas faire sans, etc., etc. Et donc, on trouve on arrive à rencontrer, si vous voulez, les intérêts d'un grand partenaire comme la Fondation Gates, et un intérêt éditorial, parce que ces sujets-là ont très bien marché. On a fait par exemple une série sur la santé maternelle et infantile en Afrique. Alors, si vous dites ça à un journaliste, il va dire c'est un sujet ennuyeux, je vais devoir me taper des sages-femmes dans tous les coins qui vont me dire qu'il faut faire comme ça pour l'accouchement. En fait, c'était un sujet qui a passionné les lecteurs. On a réussi à faire une série de 26 épisodes. Une traversée, c'est un reporter qui est parti en autobus depuis Dakar et qui est allé jusqu'au lac Tchad. Et cette série a eu 1,5 million de lecteurs le premier mois sur lemonde.fr. Et ça veut dire que c'est des sujets que les gens apprécient beaucoup, des sujets qui parfois aussi sont des sujets de solution, c'est-à-dire qu'il y a toute cette question aussi du journalisme de solution, du journalisme constructif. Nous, chez ID.news, on s'en revendique, on pense que les journalistes ne doivent pas être là que pour traiter les problèmes ou pour les dénoncer. Il faut aussi enquêter sur les solutions pour arriver à trouver ce qui marche. Et donc, ce que j'ai fait avec cette fondation, évidemment, elle est unique et par ailleurs, malheureusement, elle ne s'intéresse pas tellement à la Suisse puisque la Suisse ne fait pas partie des gouvernements avec qui la fondation travaille. En revanche,
ce modèle-là, je pense qu'il est reproductible avec des industries, avec des pharma et avec de la philanthropie suisse qui était en train de se réveiller à la question des médias. Je pense que pendant très longtemps, la philanthropie suisse, qui est importante, hein, on a un pays où il y a eu à peu près 13 000, 14 000 fondations, considérait que légitimement il fallait investir dans la culture, il fallait soutenir les œuvres sociales, il fallait faire des choses comme ça. Les médias faisaient pas partie du spectre des fondations, et c'est en train de changer. C'est en train de changer parce que les médias sont un bien culturel, c'est un élément vital de la démocratie. Et donc, quand on voit par exemple que la fondation Aventinus à Genève s'intéresse au journal Le Temps, quand on voit que je sais pas, le Guardian est un média qui est tenu par une fondation, la Frankfurter Allgemeine Zeitung aussi. Donc on a de plus en plus d'implications philanthropiques dans la question des médias. Je dis pas que ça remplace la pub, je pense que la pub est tout à fait légitime dans les médias qui fonctionnent avec, mais pour moi c'est très important parce que les fondations, la philanthropie consacre, si vous voulez, la dimension bien publique des médias, qui est une des deux dimensions, l'autre dimension étant aussi commerciale, on vend des abonnements, etc. Mais on revient un peu à la situation du 19e siècle. Finalement, la publicité qui est arrivée au 20e siècle, je veux dire très fortement au 20e siècle, était justement une manière de sortir du mécénat, parce que malgré tout, dans le mécénat, tu as quand même ce que moi j'appelle aujourd'hui de la stratégie non marchande, parce que amener des sujets qui ne sont pas, je veux dire, qui sont pas achetés, mais qui ont un intérêt avec la fondation ou disons tes investisseurs, c'est une manière aussi, disons, de préparer le terrain pour après arriver à vendre des produits. Je veux dire, il y a des stratégies en RP qui sont très très finaux et qui, si elles passent par de la news qui est justement valable et qui n'est pas achetée, ça a une incidence sur les pouvoirs publics, on sait très bien sur des dépenses, voilà. Donc ça, je pense qu'il y a aussi une manière. Et je me demande, c'est une des questions pour laquelle je trouvais très intéressant, c'est j'ai l'impression qu'on revient un siècle en arrière avec les médias. Est-ce que tu as ce sentiment? Est-ce qu'on est plus libre avec un mécène qu'avec 50 annonceurs? Moi, parfois, pour me rassurer, je relis Bellamy de Maupassant, où le journal dans lequel travaille Bellamy est un journal possédé par un homme d'affaires qui a des intérêts très, très importants avec le gouvernement et qui, du coup, utilise son journal pour promouvoir ses causes. Et je pense qu'on n'est pas du tout là-dedans. C'est-à-dire que la presse d'il y a un siècle était une presse très politique. Et c'est pas le cas des mécènes d'aujourd'hui. Les mécènes d'aujourd'hui, ils ont quand même une dimension eux aussi philanthropique et désintéressée. C'est-à-dire que quand vous voyez des fondations importantes en Suisse romande qui soutiennent l'opéra ou la danse, le ballet, la musique, l'édition de livres, etc. C'est pas des intérêts qui leur sont profitables. Alors bien sûr qu'il peut y avoir il y a des fondations d'entreprise qui ont peut-être des intérêts qui sont proches des buts de leur entreprise. Néanmoins, je crois qu'on est sorti, en tout cas pour la presse du 19e siècle, de ce côté mécénat purement politique. Revenons sur la question des lecteurs. Je doute bien que c'est pas uniquement les employés des HUG et du CHUV qui s'abonnent à ID News et qui lisent effectivement ID News. Si tu avais l'opportunité de partager avec nous le profil type du lecteur d'ID News, à quoi il ressemble? Heureusement, il y a plus de lecteurs qu'il n'en faut pour faire un profil type. Je dirais, non, mais c'est clairement des gens qui sont relativement éduqués. Je pense qu'on a des universitaires en grand nombre. Et puis, après, le pari, si vous voulez, de dire la communauté scientifique va s'abonner comme un seul homme, ça, c'est pas réaliste. C'est-à-dire qu'on en a peut-être rêvé, ça, en tout cas, ça s'est pas produit. On a, si je vous disais qu'il y avait 100 000 personnes dans la science et qu'on a 5 000 abonnés, ça veut dire qu'on a encore une marge de progression au sein de la communauté scientifique. Mais non, je pense qu'il y a clairement des universitaires, des gens qui sont 100% dans la science, mais aussi pas mal d'autres. Il y a aussi tout un lectorat, si vous voulez, qui est venu, en tout cas au début, même avant qu'on lance le site, qui est venu parce qu'ils ont envie d'une certaine diversité médiatique. Je pense que tout le monde a durement vécu la disparition de l'hebdo, le rétrécissement de l'offre des journaux quotidiens, la disparition du matin sous sa forme imprimée.
Et donc, il y a un petit traumatisme quand même, je pense, en Suisse romande. On sait aujourd'hui que la plupart des quotidiens sont propriétés de groupes basés à Zurich. Donc, il y a un petit côté aussi roman. Voilà. Genève a été une ville de presse fantastique. Je pense que bon, moi, je suis un peu nostalgique du journal de Genève. C'est un défaut à la fois familial et personnel. Mais c'était un journal qui était fabuleux et qui était fait à Genève, qui avait un niveau européen, voilà, qui a, pendant les 2 guerres mondiales, a donné une information, si vous voulez, objective entre les différents pays belligérants. C'est un journal qui a une qualité folle. Et Genève était une ville de presse. Et je pense qu'elle doit le redevenir ou le rester. Parce que c'est une ville où il y a des enjeux considérables. Vous avez, quand l'aéroport fonctionnait à plein régime, vous avez chaque jour se posent à Genève des sommités de la finance, de la science, de la culture. Et c'est pas possible pour moi d'avoir cette qualité de personnes qui circulent en Suisse romande, qui vivent ou qui circulent, et puis en face une presse qui reste peut-être trop généraliste, trop régionale, trop voilà. Donc pour moi, voilà, il y a des gens ont suivi ça. Les lecteurs de ID News, je pense qu'au début, en tout cas, ils se sont dit chouette, un nouveau truc, ça a l'air bien, et ça fait du bien d'avoir une voix nouvelle, indépendante, face à des stratégies parfois des grands groupes qui laissent pantois. Je pense que Tamedia notamment a attiré contre lui une sorte de fronde de gens qui se sont dit mais pourquoi c'est des Zurichois qui décident ce qu'on doit lire tous les jours. Mais qu'est-ce que tu en penses, alors en tant que journaliste et puis avec ta grande carrière, de cette aide de la presse qui finalement continue à ancrer les journaux dans la distribution papier, parce que finalement on les aide pour la distribution, donc on aide la Poste indirectement. Est-ce qu'on n'aurait pas pu utiliser cet argent, tous ces millions qui vont être déversés, pour justement aider ces médias à faire cette transformation digitale et être vraiment des pure players? Parce que on retrouve aujourd'hui, tu l'as vu, tu n'as pas eu de problème à trouver des gens en ligne, donc c'est bien en ligne qu'on trouve des lecteurs aujourd'hui. C'est sûr. Moi, si vous voulez, je suis très libre de parler de ça, puisqu'on n'est pas du tout concerné par les aides en question, qui effectivement ne concernent que des médias plus classiques, qui ont une édition papier. Donc nous, on n'a pas été, on n'a rien reçu, rien touché d'aide à la presse. Et pour moi, si vous voulez, notre métier, c'est de produire du contenu, de qualité intéressante, tout ce qu'on veut, mais de produire du contenu. Et c'est le contenu qui fait les revenus. C'est-à-dire, c'est parce qu'on a des bons articles qu'il y a des lecteurs et qui payent pour ça. Et je pense que c'est la même chose pour les autres. Les quotidiens de Tamedia ou le Temps, c'est les contenus qui les font vivre, c'est pas autre chose. Donc en fait, pour moi, l'aide devrait se concentrer sur la production de contenu. Après, c'est problématique puisqu'il faut garder l'indépendance, etc. Mais je trouve que cette aide devrait être pensée contenu et non pas canaux de distribution. Parce que les canaux, évidemment, le numérique remet à plat un peu tous ces canaux. Aider la Poste, c'est bien, tant mieux. Et puis ça fait vivre des gens à la Poste, ça fait vivre des gens qui distribuent, etc. et des imprimeurs. Moi, j'ai tout à fait le respect pour eux. Je pense qu'on ne peut pas non plus décider d'obliger les journaux à devenir trop numériques parce que la plupart de ces titres vivent encore à 80% de leurs revenus de leur édition papier. Alors, mais comment faire changer tout ça? Là, c'est une question qui s'adresse à tous les deux, puisque vous êtes tous les deux concernés. Comment on pourrait sensibiliser justement notre gouvernement, ces formes d'aide, à aller vers, je te rejoins à 10 000%, à l'aide sur la production de contenu, quel que soit le vecteur? Comment changer ce paradigme pratiquement idiot, quoi, puisque on va se retrouver dans des cas de figure où on va inciter un journal à continuer à perdre de l'argent en imprimant pour pouvoir prétendre à une aide. En tout cas, vu de l'extérieur, c'est le regard très naïf que je porte. Comment on peut faire changer tout ça pour se concentrer sur la prod de contenu? Victoria, tu voulais répondre? Alors, il faut pas se passer la patate chaude. Hein. Non, mais c'est compliqué. Mais je pense que déjà, en énonçant le problème et le fait de le verbaliser, tout d'un coup, certaines personnes réfléchissent à ce qui est en train à ce qui va être fait. Parce que beaucoup de gens pensent simplement on aide et on est d'accord d'aider, donc on déverse des millions. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas la maniclette.
Alors, moi, je pense qu'il faut d'abord trouver des outils et des vecteurs d'aide, parce que aider la Poste ou ou diminuer le prix voilà, c'est un outil qui est simple, et c'est aussi pour ça sans doute qu'il a été choisi. Mais je pense par exemple que la formation, les stagiaires, nous on a 3 stagiaires dans la rédaction d'ID News sur 16 personnes, on en a 2 rédactionnels et puis un au marketing. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être soutenu, je pense, par les pouvoirs publics. Les stagiaires nous coûtent quand même cher. Enfin, enfin, ça coûte moins cher qu'un journaliste confirmé, mais quand même, on paye des salaires de stagiaires. On pourrait imaginer que ça, pour les journaux en général, ou la presse en général, ou les médias en général, les stagiaires soient aidés avec des salaires qui sont payés par des pouvoirs publics, par exemple. Et ça n'influence pas le contenu. C'est pas parce qu'un stagiaire son salaire est payé lointainement par une administration fédérale ou une administration cantonale qu'il va écrire des choses favorables ou pas sur tel sujet. Je pense que ça, ce serait une piste. L'autre piste, c'est la technologie. On dit que Internet coûte rien, mais en vérité, chaque média vous le dira que son développement technologique, c'est un poste important. Nous, on a peut-être investi quelque chose comme 200 à 300 000 francs aujourd'hui dans notre plateforme. Et là aussi, il y a de l'aide possible. Il faut des plateformes performantes, il faut des plateformes indépendantes des grands de Google et des autres. Il faut des plateformes qui sont sécurisées. Il faut garantir la vie privée de nos abonnés. On ne veut pas que leur compte soit déversé ensuite sur Internet. Donc tout ça, c'est de l'argent. Et je pense que dans la technologie, il y a quelque chose à faire qui peut-être ressemble à l'aide à la Poste, parce qu'au fond, c'est des coûts d'exploitation qui sont pris en charge, qui pourraient être pris en charge en partie par des pouvoirs publics. Alors, je vous ai passé la patate chaude, mais il semblerait qu'on ait aussi des pistes de notre communauté, de la chatroom. C'est Anaïs qui se tente à dire, c'est le public qu'il faut sensibiliser, l'information coûte, surtout l'information sérieuse. Malheureusement, nous sommes une génération où la gratuité l'emporte sur la qualité et la profondeur. C'est peut-être effectivement une des solutions à creuser. À propos de gratuité, moi j'avais envie de revenir sur un phénomène assez sympa, notable pour qu'on en parle aujourd'hui. ID News a décidé pour certains de ses articles, certains de ses contenus scientifiques, éprouvés, sérieux, de les partager gratuitement à l'instar effectivement de l'abonnement. Quelle a été la première motivation au-delà des réponses qui nous viennent peut-être tout de suite à l'esprit, de se dire, voilà, je suis un média qui propose de l'abonnement, qui vend effectivement ses contenus, et là, de temps en temps, je propose cette information gratuitement. C'était quoi la motivation première ? C'était qu'au fond, dans certains contenus, il y avait des vraies questions de politique sanitaire, par exemple, et donc des questions d'intérêt public. Et que de dire ces sujets-là sont réservés aux abonnés, c'était un peu à contre-emploi, puisque ce sont des réflexions. Enfin, je pense qu'on avait une longueur d'avance sur certaines discussions, sur le confinement, sur l'utilité des tests, l'usage des masques, ce genre de choses. Et on s'est dit, bah voilà, on produit quelque chose comme 10 à 15 articles par jour. Si on en met 2 ou 3 gratuits et que ce sont des contenus d'intérêt public, ce sera compris. Donc on a fait un petit texte qui disait, voilà, exceptionnellement, cet article est mis à disposition de tous. Et ça a été vraiment très remarqué et salué. C'est-à-dire qu'il y a des lecteurs qui se sont abonnés parce qu'on mettait à disposition des contenus gratuits. Donc, vous avez eu une augmentation pendant cette période d'abonnés. On a tout augmenté. On a augmenté l'audience du site de façon très importante. On a fait quasiment x8, x9 en termes de nombre de lecteurs sur le site tous les jours. On a augmenté le nombre d'abonnés. Voilà, typiquement, un jour J donné d'avant, on avait 10-15 abonnés par jour nouveaux. Avec la crise, on est passé à parfois 30 ou 40 abonnés, parfois 70, 80. Donc ça a été vraiment, on a vu un bond de l'abonnement. Les newsletters ont gagné en abonnés de façon très importante. On avait cette newsletter qui s'appelait Le Point Science, et qui était envoyé tous les jours depuis un campus universitaire différent en Suisse. C'était lundi les PFL, mardi l'Université de Genève, mercredi Fribourg-Neuchâtel en alternance, jeudi l'UNIL, et puis le vendredi c'était Zurich avec l'ETH, l'école polytechnique, et puis l'Université de Zurich. Et donc on avait des correspondants dans ces universités qui préparaient toute la newsletter, qui nous racontaient la science en général, mais aussi la science vue depuis cette université. Et cette newsletter marchait assez bien, on avait 4-5 000 abonnés, et sitôt que le confinement est arrivé,
on l'a basculé parce que d'abord les campus fermaient et on a demandé à tous ces correspondants, au lieu de suivre l'université, qu'ils suivent les hôpitaux qui sont dans leur région. Donc on a suivi le CHUV, les HUG, l'hôpital de Zurich, de Fribourg, de Neuchâtel, etc. Et ça a fait exploser le nombre d'abonnés à cette newsletter. On a doublé en quelques semaines. Et parce qu'on était au plus proche des soignants, on recueillait voilà, des témoignages de médecins, d'infirmières et tout ça. Et puis, cette newsletter, on l'a fait de nouveau évoluer maintenant. C'est ça qui est génial, en fait. Chez Heidi, moi, j'ai dirigé une rédaction au Monde de 400 personnes. Et c'est vrai que ça donne des possibilités inouïes en termes de projection. On peut envoyer à tout moment quelqu'un dans un avion, aller faire un reportage quelque part. C'est très grisant, si vous voulez, d'avoir une très grande rédaction à sa disposition. Avec Heidi, avec nos effectifs qui sont beaucoup plus modestes, donc de 10-12 journalistes, on peut pas faire ça. En revanche, on a une flexibilité qui est remarquable. C'est-à-dire que tout d'un coup, cette newsletter qu'on avait déjà transformée une fois, on l'a transformée une deuxième fois, et maintenant on l'appelle Sortir de la crise. Et elle a chaque jour un thème différent. Le lundi, c'est la science. Le mardi, c'est l'économie. Le mercredi, la santé. Le jeudi, c'est l'éducation. Et vendredi, la culture. Donc en fait, on est en train d'élargir nos thématiques à force égale. On a pris quelques pigistes en plus pour ça, mais si vous voulez, de façon très simple, on arrive à se réorienter. Et ça, cette réactivité, je pense qu'elle est cruciale aussi dans les médias parce que il y a ce décalage. Vous parlez d'un décalage de compétences entre les journaux généralistes et l'audience, mais il y a aussi un décalage de rapidité. Quand vous avez des grands groupes qui doivent valider des décisions à plein de niveaux différents, avant de faire quoi que ce soit, les lecteurs finalement vont beaucoup plus vite. L'audience, elle est rapide, elle a son téléphone, elle passe d'un truc à l'autre, elle zappe d'une chose. Si elle trouve pas ce qu'elle cherche sur les journaux romans, elle va aller le lire dans le Guardian ou dans le New York Times. Elle a tout sur son téléphone. Et ça, cette flexibilité qu'on a dans une petite équipe, c'est très précieux. Ce qu'on peut retenir, c'est que ça paye d'être sérieux, de faire de la véritable info, à l'exemple que tu viens de citer sur effectivement ces fameux articles qui étaient partagés. J'en suis le premier avis. Une autre réaction de la chatroom, c'est notre ami Frédéric qui dit « C'est bien de parler de l'aide, ne serait-il pas légitime aussi de se pencher sur l'autre gros problème, la vampirisation des centaines de millions de francs de budget pub bien existants en Suisse qui partent vers des Facebook, des YouTube, etc. sans bien sûr retours fiscaux pour la Suisse. » Un autre débat qu'on aura, je pense, l'occasion de traiter ici, puisqu'effectivement, ID News, on le rappelle, fonctionne sans publicité, mais c'est vrai que ça méritait d'être souligné. C'était très intéressant. Oui. Cette vampirisation, moi j'en suis absolument conscient, et ça fait partie des raisons pour lesquelles on a décidé de construire un modèle économique sans pub. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas se battre avec Facebook et Google. Voilà. Si vous êtes une grosse régie suisse, oui, vous pouvez. Si vous êtes un nouveau média qui se lance, à quoi bon essayer de régater avec Google? Donc, cette vampirisation, elle est dramatique du point de vue fiscal comme du point de vue impact sur le contenu, si vous voulez, parce que Google et Facebook ne produisent aucun contenu. Ils produisent des tas de solutions technologiques, mais zéro article de qualité. Et donc, ça nous a vraiment décidé à pas s'appuyer sur la pub. Merci beaucoup Serge Michel, c'était intéressant. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, Victoria, c'est qu'on sera amené à reparler avec ID News, avec Serge Michel, puisque ça sera l'occasion de voir ce qui sera passé pendant une année, l'après-Corona peut-être. Ça sera l'occasion de voir si les modèles vont changer, si effectivement les aides vont être beaucoup plus ciblées pour ceux et celles qui créent du contenu. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps et cet échange très très intéressant. Victoria, il est temps de se dire au revoir, je crois. Au revoir, mais à tout bientôt, parce que lundi, c'est dans 2 jours. Donc, c'est pas loin. Il y a le week-end, effectivement, pour en profiter. D'ici là, vous avez le droit de revenir revoir ce live, de le partager, de vous l'approprier pour ainsi, pourquoi pas, continuer le débat. Et puis, quant à nous, on va vous souhaiter de vous porter très, très bien. Voilà, moi, je retourne à ma plage et on se retrouve lundi, 15h. Allez, au revoir. Ciao. À très bientôt, c'est pas avant.